Je vais vous résumer ce livre, Ultra Finisher d'Eric Bonnot, guide pratique pour trail, du débutant à l'expert. On va voir que ce livre aborde toutes les connaissances de base pour apprendre à progresser, à performer en ultra performance, mais aussi il est très utile pour les coureurs de tous les jours, ceux qui veulent courir régulièrement et qui vont trouver dans cet ouvrage beaucoup de conseils qui vont leur permettre de ne pas s'entraîner inutilement, de ne pas s'ennuyer, d'éviter de se blesser, etc. C'est un livre qui est conçu comme un guide dans lequel on pourra revenir piocher des méthodes, des techniques et des recettes qui correspondront aux problèmes que l'on peut se poser. C'est une édition de 2020 de 240 pages dont voici la table des matières. On va parcourir ces sujets avec entre autres une petite partie physiologie intéressante sur le système musculaire, système tendino-osseux, la partie intellect et mental et le système digestif aussi. Un petit mot de l'auteur, je le cite. Il a couché sur le papier 26 ans de pratique de l'ultra en allant droit au but, c'est-à-dire en donnant au lecteur, sans chichi ni fioriture, mais avec plein d'humour, les techniques de base qui lui permettront de franchir les doigts dans le nez, la ligne d'arrivée en ultra longue distance. Et il rajoute à la fin, on n'est pas obligé d'avoir les doigts dans le nez. Bien sûr, son signe particulier, c'est qu'il a un humour décalé, au 4e degré, et qu'il n'arrive pas à prendre la vie au sérieux. Dans l'introduction, il nous dit que ce guide doit être utilisé comme tel. C'est un document sur lequel on pourra revenir régulièrement pour s'imprégner de telle ou telle notion. L'ultra concerne la distance au-delà du marathon, et ce livre s'adresse à tous les passionnés de course à pied qui souhaitent un jour ou l'autre rentrer dans le monde des longues distances en évitant de s'envoyer au crash. Et comme j'ai dit en introduction, vous allez voir qu'il y a plein de conseils utiles pour courir aussi régulièrement. Il insiste sur un sujet qui m'est cher, il n'y a pas de recette miracle, nous sommes tous différents, et les réponses de nos divers organismes à une sollicitation seront diverses et variées, et chacun doit être capable d'adopter ses propres stratégies. C'est avant tout l'écoute de soi, le travail, à la sensation, à la reconnaissance et une reconnexion à soi-même. L'auteur décrit dans ce livre sa manière de faire et non pas ce qu'il faut faire. Adapter son corps de telle sorte qu'il soit capable de fournir un maximum d'efforts en utilisant tous les bons lipides. Et pour ça, il nous montre un tableau qui sort d'une étude des années 1990, d'après Brook et Mercier, où on voit ici, entre le repos et puis l'effort max, donc plutôt considéré comme le VO2 max, ici, la capacité d'oxygène qu'on est capable d'absorber au maximum. Ce que l'on peut voir, c'est qu'au repos, le corps consomme plutôt des lipides, et plus l'effort va être important, moins la capacité du corps à consommer les lipides va être importante, et plus le corps va être amené à consommer des glucides directement comme énergie pour alimenter les muscles. Ce que nous indique ce graphique, c'est que avec l'entraînement, on va pouvoir repousser ce point, ou dit autrement, pour un même niveau d'effort, on va pouvoir continuer d'utiliser ces lipides en consommation, ce qui aura bien sûr un avantage, puisqu'on va pouvoir consommer nos graisses, ce qui est intéressant à la fois pour avoir un corps plus affûté, mais aussi pour perdre du poids. Dans les principes de base, il nous dit qu'un bilan médical est fortement encouragé et qu'on va se diriger vers des gros volumes d'entraînement pour pouvoir faire des ultra-trails. On va retrouver souvent ce genre de tableau où en fonction de ce qu'on va vouloir faire, il va nous indiquer semaine par semaine les volumes d'entraînement à dérouler en fonction d'un objectif avec par exemple ici un week-end de l'épreuve. On va commencer par le système cardiovasculaire. Les deux critères fondamentaux pour pratiquer de l'ultra sont à la fois le VO2 max et l'endurance. Dit autrement, la capacité physique à utiliser un pourcentage élevé de cette VO2 max. On peut se souvenir que la VO2 max est une question d'âge, de sexe, d'hérédité, d'économie de course et de pratique sportive depuis le plus jeune âge. Mais avoir une VO2 max élevée permet de réduire l'intensité relative de l'effort durant la course. C'est aussi un critère de santé de tous les jours puisque ça va nous permettre d'absorber de l'oxygène beaucoup plus facilement. Donc les conseils donnés sur ce sujet sont intéressants. On connaît les techniques de fractionner avec des séances 30-30 par exemple pour pouvoir augmenter cette VO2 max. Et lui, il nous indique la méthode Tabata qui a un rythme assez différent puisqu'on est plutôt sur du 20-10. On va avoir 20 secondes d'effort maximum, un rythme cardiaque maximum, puis 10 secondes de repos. Et on répétera cette torture 8 fois, 10 fois, jusqu'à 20 fois, bref,
tout pendant que l'on peut supporter ce genre d'entraînement. Et on peut faire varier la durée, bien sûr, en fonction de l'âge. L'effort maximum peut être atteint de manière différente. C'est ça qui est intéressant dans ces conseils. On peut courir, bien sûr, mais on peut aussi pédaler, nager, faire du stepper, du rameur, de la corde à sauter, ou comme il dit, en empilant du bois si ça vous chante. On estime qu'il faut environ 3 minutes d'effort intense pour atteindre le rythme cardiaque maximum. Ce qui veut dire que les séances Tabata doivent être menées après un échauffement conséquent. Dans ce livre, à la fin de chaque chapitre, on retrouve aussi ce qu'il appelle ses astuces de beau gosse. En fait, il va mettre en avant des astuces où lui, il a appris ça au fur et à mesure et il va pouvoir nous expliquer ce qui peut être utile en disant bien sûr qu'à chaque fois, ce sont ses propres expériences et que ça ne sera pas forcément valable pour tout le monde, mais une manière ludique dans le livre de présenter ses petites astuces. C'est plutôt sympathique. Il insiste pour le vélo en indiquant qu'il est d'une rentabilité incroyable dans la préparation. Il nous parle de la VMA, qui est la vitesse maximale à laquelle on peut courir pendant 6 minutes. Par exemple, si on court 1450 mètres, notre VMA est de 14,5 km/h. Et on peut travailler sa VMA en courant défractionné, à ce moment-là, entre 14,5 et 17,5 km/h. On sera à 120% de la VMA. La corde à sauter aussi est un très bon outil pour travailler cette VMA. Attention, par contre, il faut démarrer vraiment progressivement à cause des risques de blessures. Le fait de sauter comme ça va solliciter énormément de parties qui ne sont pas habituées. Le temps de travail en corde à sauter est 2 fois plus efficace pour brûler des calories que le même temps de course à pied. C'est vraiment très intéressant en y allant progressivement. Et le gainage musculaire aussi lors de cette pratique va être important. Il assure musculation en profondeur et on ne s'en rend pas compte. Là encore, c'est intéressant pour ça. Et la corde à sauter va aussi améliorer la coordination bras-jambes et optimiser les réflexes. Important quand on court dans des terrains accidentés. Et on travaille aussi l'absorption des chocs par le quadriceps, ce qui est une grande utilité dans les descentes. Et une présentation typique de fin de chapitre, c'est son « Faisons le point G ». Il vérifie en fait à travers ce petit texte ce que l'on a pu acquérir dans ce chapitre. Ça permet aussi de s'y référer quand on revient dans le livre. On aura à la fois un résumé qui peut être utile en tant que tel, mais aussi savoir ce qui a été traité dans ce chapitre. On va trouver aussi dans ce livre un tableau très intéressant dont je vous montre juste un extrait. C'est un résumé qui va du coup pouvoir nous montrer, en parlant de VMA, d'FC Max, quel type d'effort on va pouvoir faire, quelles sensations on va pouvoir rechercher et quel type d'entraînement en fonction de tout ce qu'il va nous expliquer par la suite et ce vers quoi on va pouvoir avoir un avantage au niveau développement. Et maintenant, une remarque qui s'adresse à tout le monde, que l'on veuille faire des ultras ou tout simplement se remettre à courir. La communauté scientifique s'accorde pour dire qu'une augmentation de volume supérieure à 20% d'une année sur l'autre est le maximum acceptable pour le corps. Cela veut bien dire que même si on se remet à courir, on va y aller très progressivement. On va pouvoir s'observer sur une course, puis recourir plusieurs jours après, observer ses courbatures, etc. Arriver à un rythme un peu courant, on va dire, sur le mois. Et dans tous les cas, se noter ses volumes, se noter ce que l'on fait, et pouvoir imaginer l'année suivante augmenter de 20% de ce volume. Ne pas vouloir aller trop vite, ne pas se brûler, ne pas se blesser. L'endurance en ultra englobe tous les paramètres qui vont influencer la vitesse moyenne de course. Ce sera donc la capacité à s'alimenter pendant l'effort, la capacité à résister au froid, la capacité à résister à la déshydratation, à résister aux douleurs musculaires et articulaires, et à tous les niveaux d'inconfort qui vont être supportables, et aussi la charge mentale supportable. C'est pour ça qu'il va aborder tous ces sujets dans le livre. Une autre vision intéressante aussi qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les durées d'entraînement. On voit ici dans cette zone 1 où on découvre la course à pied. Je m'entraîne un peu et je fais 10 km par exemple, voire des semi-marathons, des 22 km, 21 km. On voit ici que cette zone peut durer de 1 à 3 ans. Pour passer à la zone 2 où là on va pouvoir imaginer découvrir le marathon. Et encore cette zone qui va durer 1 à 2 ans, etc. Et ici il nous indique par exemple qu'en zone 1, pour arriver à la zone 2, on va aller vers 45 minutes à 2 heures de course par semaine. Maintenant, ces conseils pour s'améliorer en endurance. La première piste va être de faire des longues distances de manière très lente. L'idée est d'avaler des kilomètres, toujours en respectant une progressivité dans les volumes, mais à un rythme très lent. Ce qu'il dit, c'est que souvent les entraînements de la plupart des coureurs sont trop rapides.
On a tous le même raisonnement, j'ai une heure devant moi, eh bien je vais en profiter un maximum, et c'est parti pour une heure de footing à 10 km/h, 12 km/h, et ça c'est une erreur. Le but de ces longues distances lentes, c'est qu'au fur et à mesure des mois et des années qui passent, on sera capable de fournir un effort de plus en plus important, tout en ne consommant que des lipides. Et on marche si nécessaire. Dans les avantages, on a peu de risques de blessure, on a une amélioration du rendement énergétique à une vitesse proche de celle des épreuves qui sera visée, on a une amélioration de l'efficacité de course, on a une perte de poids progressive mais durable qui va être assurée notamment grâce à l'utilisation massive des lipides. On a aussi une vascularisation importante de la masse musculaire, très important. Dans les inconvénients, on a une routine, donc de la lassitude. On peut avoir une fatigue mentale, bien sûr c'est consommateur de temps. On a l'impression de ne pas faire grand chose et de manquer d'efficacité, mais il nous conseille de fractionner ses sorties et de ne pas forcer de faire tout un tas de choses à la suite, on peut en faire plusieurs dans la journée par exemple. En deuxième piste, on a le vélo. Le vélo qui va nous permettre de faire de très longues sorties en endurance tout en limitant les risques de blessures. Il nous parle d'un minimum d'1h30 pour travailler en endurance la sortie vélo. On peut aussi courir en pré-fatigue. Lorsque l'on produit un long effort, les muscles les plus faibles finissent par être sursollicités, alors que les muscles les plus puissants ne sont pas encore commencés. Par exemple, après une sortie vélo intense qui va mettre à mal certains groupes musculaires puissants, on peut se mettre à courir immédiatement après et cela va permettre aux groupes musculaires non sollicités d'entrer immédiatement en action et de se renforcer. Il nous conseille de régulièrement choquer son corps pour progresser, c'est-à-dire modifier sa façon de faire pour l'obliger sans cesse à s'adapter. Et ça, c'est un conseil de très bon sens, qui va rejoindre aussi des principes de santé globale. Quand on va faire comme ça des événements choquants pour le corps, en limitant bien sûr à ses capacités, il va s'adapter, il va s'améliorer. Et vous serez plus à même à supporter des petits événements dans la vie courante. Il nous dit que la routine est le pire ennemi du sportif en général. Et donc tout ce que l'on va pouvoir introduire pour faire de la variation dans nos entraînements sera bien sûr bienvenu. J'arrête là ce chapitre qui donne aussi plein d'autres pistes. Il insiste bien sur ne pas tomber dans un état de surentraînement et de ne jamais oublier la récupération. Puis nous passons au système musculaire. Dans la partie 1, il nous parle des séances obligatoires. Il va s'adresser aux muscles qui flanchent en premier, le quadriceps. Il nous parle de séances de cassage de fibres, où là on va prendre une pente assez raide, la plus longue possible, et on va la descendre en courant jusqu'à tuer les quadriceps. Surtout attention à ne pas faire d'étirement après une séance de cassage de fibres, et dans les jours suivant une grosse épreuve. En partie 2, on parle des exercices de renfort généraux. L'objectif final n'est pas une prise de muscle, surtout pas, mais de gagner en tonicité, dynamisme et endurance musculaire. On nous parle de gainage, bien plus efficace que les abdominaux. On va travailler un ensemble de muscles de la ceinture abdominale. On aura comme avantage de diminuer le risque de blessure au dos et à la colonne vertébrale. On va augmenter son métabolisme de base. On va améliorer son équilibre avec les exercices de la planche latérale par exemple, et de la planche avec levée de bras ou de jambes. On va gagner en souplesse, car l'exercice tire tous les muscles de l'arrière du corps. Nous avons aussi bien sûr les pompes, qui vont être efficaces pour renforcer tous les muscles du haut du corps, la chaîne dorsale, les bras et les pectoraux. Nous aurons aussi les tractions, qui vont solliciter beaucoup de muscles du dos et du haut du corps. Et on pourra varier en supination, pronation, en prise serrée, en prise large, etc. Et on peut panacher le cardio, le gainage, la musculation, la corde à sauter. Il faut bousculer ses habitudes. Nous avons aussi bien sûr la natation, on n'y pense pas forcément, mais une bonne manière pour entraîner notre système musculaire. Et on peut aussi y rajouter des apnées de façon très régulière pour apprendre au corps à travailler en hypoxie. Nous passons maintenant au système tendino-osseux. Des études ont montré qu'un entraînement régulier de course à pied associé à des séances de musculation permet de lutter efficacement contre l'ostéopénie, la perte des os, un sujet encore important pour la santé générale. Dans la partie 1, il nous parle des étirements. Au fil des entraînements et des années, le raccourcissement musculaire et les raideurs articulaires vont conduire à une perte d'amplitude des mouvements. C'est assez naturel. Il est donc important, voire indispensable, de s'étirer régulièrement, surtout pour les gros groupes musculaires, afin de conserver une bonne gestuelle en course. Par contre, prévoir uniquement des séances dédiées aux étirements.
Il nous parle dans les meilleures solutions du yoga dit de Gasquet qui permet d'étirer un groupe musculaire en étant à 100% présent à ce que l'on fait. En partie 2, il nous parle des séances spécifiques de course à pied avec des séances de survitesse, des séances de proprioception aussi. Très intéressant, très important et utile aussi pour la santé en général. Tout ce qui peut être équilibre sur une jambe, pieds nus, sur une jambe, bras écartés, rester quelques minutes comme ça. Comme il dit aussi, en se lavant les dents, etc. Cette proprioception est vraiment une capacité importante qui nous évitera aussi des chutes en vieillissant par exemple. La partie suivante traite de l'intellect et du mental. Il va nous conseiller pour travailler le mental pour les distances et les dénivelés et aussi pour les conditions que l'on va rencontrer. En effet, vis-à-vis de la météo par exemple, il nous dit tout simplement, eh bien, on sort courir, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse nuit et quelle que soit la température. Et le mental aussi pour sa météo intérieure avec des conseils autour de la méditation et une méthode spéciale, la cohérence cardiaque, encore et toujours. Nous arrivons après au système digestif. Il est complètement illusoire de penser qu'il existe une seule et unique stratégie alimentaire qui va nous permettre de réussir quelque course que ce soit. Il dit, je le cite, la seule vérité est la tienne et tu n'as pas d'autre choix que d'expérimenter par toi-même. En premier principe, on mange trop. Pour fonctionner correctement, le corps a besoin de repos digestif. On estime que le corps effectue un travail de nettoyage quotidien convenable à partir de 15 heures sans digestion. Bien sûr, stopper d'urgence tous les produits industriels tels que les plats cuisinés, les sodas, les viennoiseries, etc. Pour les légumineuses, on pensera à les tremper, voire à les faire germer. Ne pas faire trop de changements du jour au lendemain. Les pâtes et le riz, c'est bien, mais l'une des sources de glucides les plus riches et facilement assimilables restent les légumes et les fruits de saison. Dans les autres conseils, il va nous parler de faire pousser ses légumes dans son potager, de mettre son four à micro-ondes directement au rebut, de cuire ses légumes à la vapeur douce, il nous parle de la cure de raisin aussi. Voilà, tout un tas de conseils que je peux aborder bien sûr dans plein d'autres de mes vidéos, qui restent du bon sens, mais que quelqu'un comme lui, qui a couru pendant 26 ans, a fini par intégrer et par se rendre compte que c'était des choses qui lui ont apporté beaucoup. Autre chose, faire l'expérience de courir le ventre vide, à tester par soi-même. Beaucoup d'entre nous sont convaincus qu'il est impossible de courir le ventre vide. Et pourtant. Donc c'est simple, il suffit d'essayer. Un week-end, tranquillou, ventre vide, on va courir un petit peu autour de chez soi. On revient, on se rend compte que c'était possible et on va pouvoir augmenter un petit peu ses essais. Il nous explique aussi comment varier ses apports nutritionnels en fonction du calendrier préalable à la course. Nous avons un chapitre sur le matériel avec des conseils pour la préparation, des tableaux qui listent les choses à ne pas oublier. Pour les chaussures, c'est le critère numéro 1 et c'est le confort qui doit l'emporter. Un conseil sur les chaussettes pour les ampoules, parce qu'on a souvent ces problématiques quand on fait des distances qui vont en augmentant. Il existe des chaussettes à double paroi qui sont très efficaces, je ne savais pas. Bref, dans ce chapitre, il y aura énormément de conseils sur le matériel. Le chapitre suivant concerne l'organisation générale et le parcours. Et là, l'auteur va nous dérouler mois par mois l'organisation en vue de faire une course donnée. Les annexes aussi sont intéressantes, avec des exemples d'alimentation sur une semaine, une recette de kombucha et de lessive aussi à la cendre de bois. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Que de bons conseils dans ce livre et pour tout le monde. Et puis apprendre à s'entraîner en consommant plus ces graisses, c'est encourageant pour tout le monde, je pense, non? Le tout est dans un ton décalé et vraiment très agréable à lire. La course à pied reste une des activités physiques les plus faciles à mettre en œuvre, toute l'année, par tous les temps. Couplée à la corde à sauter, au vélo et à la natation, comme il dit et comme je dis souvent, varier toujours et encore pour trouver du plaisir et pour trouver ici, on va dire, de la performance, sachant que cette performance peut être comprise aussi comme des capacités d'adaptation qui nous rendront probablement service lors d'aléas de la vie courante. On peut retenir ces conseils comme ces sorties longues, ces sorties lentes, le Tabata aussi. En tout cas, la progression, on y va mollo, on va doucement. Rappelez-vous, augmentation de volume supérieure de 20% seulement d'une année à l'autre. On retient que ces durées d'adaptation se comptent en années. Ce livre contient vraiment de bons conseils pour changer ses habitudes. On a plein de pistes dans ce livre. Et on retiendra aussi que la musculation de la ceinture abdominale, du haut du corps, de la chaîne dorsale,
des bras, des pectoraux sera utile pour courir et ça sera bien évidemment utile pour notre santé au global. Pour les étirements, on retient quelque chose que j'avais déjà personnellement intégré. On évite les étirements après les séances. On peut garder des séances dédiées uniquement aux étirements. Voilà un livre qui m'aurait bien aidé quand je me suis remis à courir et que je me suis décidé à courir de plus en plus avec l'idée de faire un marathon. Cette année-là, j'en ai fait beaucoup trop et je suis arrivé à des blessures qui m'ont handicapé pendant plusieurs mois. Le mental n'est pas en reste dans ses conseils et dans l'alimentation c'est l'idem. On retrouve 90% des bons conseils de base et ça c'est chouette aussi de pouvoir imaginer que sur un livre comme ça, on va retomber encore sur nos pieds. Bref, ce livre est une belle source de motivation diverse et on pourra le reprendre d'année après année pour s'y remettre et se replonger et courir encore et encore car c'est quand même une activité qui va pouvoir nous accompagner une grande partie de notre vie. Voilà pour le résumé de ce livre.